Alors, je me propose d'étudier avec vous aujourd'hui le travail de fin d'études, en particulier en histoire, dans la section sciences humaines de l'école normale ici à Nivelles. Alors, dans un premier temps, il faut savoir ce que dit le décret. Le décret explique qu'il faut rédiger un travail qui montre en fait que vous avez la maîtrise des matières et des compétences qui vous ont été enseignées pendant 3 ans. Alors, ce travail de fin d'études ne doit pas comprendre plus de 40 pages. C'est ce que dit le décret. Il y a souvent des travaux de fin d'études qui sont beaucoup plus gros, mais moi je vous dis ce qu'il y a dans le texte du décret. Il est prévu également que ce travail de fin d'études doit être conçu comme un travail scientifique. Donc il ne s'agit pas de faire de la compilation, et il s'agit en fait que le travail de recherche qui est effectué soit présenté de manière rigoureuse, avec des références. Il ne s'agit donc pas de faire du plagiat et de ne pas citer ses sources. Ce travail de fin d'études en histoire comprend 2 parties. Une première partie qui est une partie théorique, qui est le résultat d'un travail, je dis bien original, basé sur des sources, sur un sujet que vous proposez à un promoteur. Ensuite, cette partie théorique doit être suivie d'une partie pratique. Et cette partie pratique, elle, doit comprendre des exercices, en l'occurrence ici des préparations de leçons, en histoire, qui montrent que vous êtes capable d'appliquer les principes qui vous ont été enseignés dans les différents cours de pédagogie, mais aussi de méthodologie et de didactique de l'histoire, pendant 3 ans. Vous pouvez en tout cas, utiliser votre expérience pendant les périodes de stage. Il est même fortement conseillé d'exercer l'une ou l'autre des séquences qui apparaissent dans votre travail de fin d'études avec les classes que vous aurez en 3e année. Alors, maintenant, on va voir concrètement comment procéder. La première chose à faire est de choisir un sujet. Alors, il faut choisir un sujet, mais il faut surtout demander l'accord d'un promoteur, parce que lui, grâce à l'expérience qui est la sienne, va pouvoir vous indiquer si votre projet est réalisable et correspond bien à ce que l'on attend de vous. Alors, exemple de sujet qu'il ne faudrait pas prendre en histoire, la guerre de 100 ans. Je vous le dis, parce qu'on me l'a déjà proposé. Donc ce n'est pas un exemple qui vient de n'importe où. Ça n'aurait pas de sens, pourquoi? Mais pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que la guerre de 100 ans a déjà été traitée dans de très nombreux ouvrages. Ça, c'est de 1. 2, c'est qu'on ne vous demande pas de faire une synthèse de travaux déjà existants non plus. On vous demande de faire un travail de recherche. Et 3, le plus important, c'est que vous n'avez pas accès à la langue et à la connaissance de l'écriture de cette époque-là. Or, on vous demande un travail original. Si maintenant vous travaillez sur des sources publiées, qui ont déjà été éditées, en particulier depuis le XIXe siècle sur le sujet, eh bien, vous pensez bien que ces sources publiées ont déjà été utilisées à maintes reprises par des historiens. Donc votre travail n'aura pas d'intérêt dans le cadre de votre travail de fin d'études.
lorsque vous choisissez un sujet en histoire, il va de soi que, la plupart du temps, il faudra choisir un sujet d'histoire contemporaine ou d'histoire plus ancienne, mais où les écritures seront facilement lisibles, parce que vous n'avez pas de cours de paléographie à l'école normale, et c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas ici dans une université. Et donc vous pouvez remonter sans problème pour moi jusqu'au XVIIIe siècle, parce que les écritures du XVIIIe siècle sont très lisibles. Elles sont même souvent beaucoup plus lisibles que les écritures du XIXe, voire du XXe siècle. Vous savez que les pharmaciens ont parfois des capacités de lecture étonnantes quand on voit les ordonnances qui sont rédigées par les médecins, et qui pour un client, un patient quelconque, sont tout à fait illisibles. Donc ça c'est la première chose. De plus, si vous travaillez sur des périodes plus récentes, vous avez par exemple traité d'un sujet à partir de la presse locale. Vous pouvez utiliser les quotidiens, vous pouvez utiliser les magazines, vous pouvez utiliser des hebdomadaires, et donc, c'est pas inintéressant de travailler par exemple sur la relation de tel ou tel événement par une population. Je vous donne des exemples maintenant de sujets qui ont été traités depuis une douzaine d'années, que j'enseigne maintenant ici au département pédagogique. Beaucoup de sujets étaient des sujets d'histoire locale, c'est-à-dire que des étudiants m'ont proposé de travailler sur l'histoire de leur commune, l'histoire de leur village, pour de nouveau des périodes qui ne sont pas trop lointaines, parce que si vous montez au Moyen-Âge, vous aurez de nouveau ce blocage lié à la lecture des écritures anciennes. D'autres sujets sont abordés, et parmi ceux-ci, vous avez par exemple, alors là c'est très intéressant parce que c'est lié à votre formation directement, c'est d'étudier le regard ou l'image d'une période ou d'un événement à travers des films historiques ou à travers, par exemple, la bande dessinée ou à travers des manuels d'enseignement secondaire. Si vous prenez le cas des manuels, vous avez à l'école normale d'anciens manuels d'histoire qui remontent à près d'un siècle. Vous pouvez en trouver également dans les universités ou dans des bibliothèques de grandes villes comme Charleroi, par exemple. Si vous prenez ces manuels d'histoire, eh bien vous pouvez par exemple étudier, je vous donne des exemples, mais qui eux ont déjà été traités, non pas chez moi, mais par des étudiants d'université par exemple. Vous pouvez étudier par exemple l'image de l'Africain dans les manuels scolaires entre 1900 et 2000, les manuels scolaires belges. Vous allez voir évidemment que cette image a fortement évolué. On est passé d'une époque où l'on considérait les Noirs comme des arriérés, des abrutis. D'ailleurs, dans les textes, on ne va pas vous parler de Noirs, on va vous parler de nègres. Ensuite, heureusement, si je puis dire, le point de vue sera paternaliste, mais sans doute moins raciste. Au moment de l'indépendance, en 1960, on va vous parler des Noirs évolués et des autres. Ce qu'on appelle les Noirs évolués, ce sont ceux qui ont fait des études. Et puis plus on va se rapprocher de notre époque, plus on va sentir que les mentalités ont évolué dans le bon sens, c'est-à-dire que le racisme non seulement va reculer, mais sera strictement interdit dans les manuels. Donc, je vous donne un exemple ici. Si vous prenez par exemple maintenant les films historiques, j'ai une étudiante comme ça qui a étudié le débarquement de Normandie en comparant plusieurs films, dont Le jour le plus long, vous savez, c'est un film qui date d'environ 1964, si mes souvenirs sont bons, un film américain, et elle a comparé également Le soldat Ryan. Et elle a montré comment un même événement
30 ans de distance, était abordé d'une manière tout à fait différente. Au début des années 60, il y a encore un sentiment, comment dirais-je, qui est lié évidemment au fait que la grande majorité des gens qui ont combattu sur les plages de Normandie en juin 1944, eh bien que la grande majorité de ces soldats sont toujours vivants. Le soldat Ryan, c'est un film beaucoup plus récent, il a quoi, 12-13 ans, enfin je ne me souviens plus de la date. Et la guerre, évidemment, ne pouvait plus être perçue de la même manière que comme cette guerre de libération et d'émancipation, qui était celle de 1940-1945. On se battait à l'époque contre le nazisme, c'était le mal absolu. Entre-temps, les États-Unis, je veux dire entre 1944 et la fin du XXe siècle, les États-Unis avaient connu de nombreuses guerres. Il y avait eu la guerre froide, il y avait eu surtout la guerre du Vietnam qui avait traumatisé les Américains parce que de nombreux soldats étaient revenus entre six planches. De nombreuses familles avaient souffert, il y avait eu beaucoup de mutilés, et cette guerre du Vietnam était devenue très impopulaire. Il a fallu d'ailleurs des années pour que l'on produise des films sur la guerre du Vietnam, alors que, à l'époque, grâce aux actualités, on pouvait en tout cas, voir la guerre en direct. C'est la première guerre qui a été filmée en direct, c'est la guerre du Vietnam. Au jour le jour, on pouvait savoir ce qui se passait. Mais de la même manière, par le fait que la propagande ne pouvait plus fonctionner comme elle avait fonctionné en 1940-1945, les gens étaient d'autant plus traumatisés. C'est qu'on voyait ce que les Américains faisaient directement au Vietnam. On pense aux bombes au napalm, l'agent orange, vous vous souvenez peut-être de cette photo très célèbre où on voit une petite fille vietnamienne courir toute nue sur une route parce qu'elle a été brûlée par le napalm. Vous pensez que des images comme celle-là ont frappé l'opinion américaine. Et donc, un sujet de TFE, de travail de fin d'études intéressant, c'est peut-être justement de comparer les images, de comparer les films sur un événement donné, pour voir comment cet événement était perçu à des dates différentes ou dans des pays différents. Maintenant, je prends le cas de la bande dessinée. Vous vous souvenez, je vous ai donné 3 exemples. Je vous ai dit tout d'abord le cas des manuels d'histoire, je vous ai donné le cas ensuite du cinéma, et 3e cas, celui donc de la bande dessinée. Eh bien, ces dernières années, j'ai 2 étudiants qui ont fait d'ailleurs d'excellents travaux, qui ont étudié l'image de la guerre médiévale dans la bande dessinée. C'est le travail que j'ai par hasard devant les yeux, mais enfin, les autres travaux de fin d'études sont dans les armoires qui se trouvent derrière vous. Et cet étudiant a très bien traité du sujet en étudiant à travers toutes les bandes dessinées, enfin un certain nombre de bandes dessinées judicieusement choisies de langue française, comment la guerre avait été traitée. Vous savez, Chevalier Ardent, enfin toute une série de bandes dessinées qui portent sur le Moyen-Âge. Vous pouvez faire ça pour une autre période, vous pouvez faire ça pour l'Antiquité, si vous prenez, je ne sais pas moi, Alix, ou même Astérix, que sais-je, ou des périodes ultra-contemporaines. Ça va, Tardy, par exemple, pour la Commune, des étudiants, vous étiez peut-être là, enfin, Alexandra était là tout à l'heure, a expliqué qu'ils avaient utilisé donc Tardy pour travailler sur la Commune de Paris de 1871. Une autre étudiante a travaillé sur l'image de Néron dans la bande dessinée et dans les films. Alors pourquoi c'est particulièrement intéressant quand on fait les études que vous faites pour l'instant? Parce que non seulement vous travaillez sur un sujet historique, mais vous pouvez, dans le cadre de vos stages, faire travailler vous-même vos élèves sur des films, sur des photocopies de manuels scolaires ou de bandes dessinées, et vous pouvez donc utiliser tout cela pour la partie pratique de votre travail de fin d'études. Voilà. Donc,
En gros, si je puis résumer ce que j'ai dit ici, vous avez donc deux grandes catégories de sujets qui ont été traités, enfin que j'ai dirigés. D'une part, des travaux d'histoire locale, hein, des localités dans la région de Charleroi ou dans le Brabant wallon, dans la région de Nivelles, hein, où là, on ne peut pas monter très loin dans le temps parce qu'il y a des problèmes de lecture des documents. Hein. Il y a ensuite, deuxième grande catégorie que je viens de traiter ici, c'est voir comment un événement ou une période a été traité à travers des supports différents. Voilà de grandes catégories de sujets. Je réfléchis s'il n'y en a pas d'autres. Il y en a certainement d'autres. Attendez, donc le traitement d'un sujet. Non, je vous ai donné deux grandes catégories. Enfin, il y en a certainement d'autres qui ne me viennent pas directement à l'esprit. Voilà. Alors maintenant, comment procéder lorsque l'on fait une recherche? La première chose à faire, et vous êtes de la génération d'Internet, c'est peut-être de vérifier si votre sujet n'a pas été traité en tant que tel. Auquel cas, il faudra choisir un autre sujet. Non. Voilà. Sauf si vous prétendez, vous, apporter une méthodologie différente, ou si vous prétendez apporter des sources différentes, même si le sujet est très ressemblant. Ensuite, il faut utiliser un certain nombre d'outils de travail. Alors j'en ai pris quelques-uns avec moi, mais je vous dis tout de suite que ces instruments de travail sont choisis parmi beaucoup d'autres. Si vous travaillez sur l'histoire de Belgique, et je vous ai dit sur des périodes relativement récentes, l'ouvrage qui fait référence et qui date de 1931 est la bibliographie de l'histoire de Belgique d'Henri Pirenne, le grand historien belge, dont vous avez une photo dans le fond de la classe. Alors, c'est un ouvrage qui est très vieux, puisque vous vous rendez bien compte, il a 80 ans. Alors, comment faire pour compléter les sujets qui sont repris ici sous forme d'articles ou de livres? C'est de consulter pour la période d'après la guerre ce que l'on appelle la bibliographie d'histoire de Belgique, qui paraît annuellement dans la revue belge de philologie et d'histoire. Donc chaque année, il y a une recension de tous les livres, de tous les articles qui paraissent sur l'histoire de Belgique. Alors, pour l'histoire locale, c'est classé dans l'ordre alphabétique des communes. Donc, vous voulez travailler sur Binche ou sur Nivelles, il faut chercher à la lettre B ou à la lettre N. C'est tout simple. Alors, évidemment, vous êtes de la génération Internet, je vous l'ai dit, donc il est évident que vous avez maintenant cet extraordinaire outil de travail constitué par Internet et qui vous permet d'avoir accès à des sites bibliographiques, des sites d'information qui sont conçus, entre autres, par des centres de recherche d'universités sur Byzance, sur l'Antiquité classique ou sur d'autres sujets. Voilà. Alors, un ouvrage qui est utile aussi, mais qu'il faut compléter parce qu'il commence à dater aussi, puisqu'il date de 1982, c'est de Paul Gérin, Nouvelle initiation à la documentation écrite de la période contemporaine, publié chez Fernand Gauthier à Liège. Donc, il est entendu ici qu'il s'agit d'une bibliographie de bibliographie. Vous n'avez ici que des titres d'ouvrages, mais classés systématiquement en fonction des sujets. Alors, il existe de nombreux ouvrages. Bon, moi, j'ai des ouvrages anciens, mais ces ouvrages sont réédités régulièrement en étant mis à jour. De Brunet et Plessis, par exemple, Introduction à l'histoire contemporaine. Chez Armand Collin, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une introduction historique. Vous n'avez pas les faits qui sont relatés dans cet ouvrage, mais vous avez des listes de livres, de nouveau classés par thème. Même chose pour le guide de l'étudiant en histoire moderne et contemporaine aux presses universitaires de France, publié par Guiral, Pilorget et Agulon. C'est un ouvrage ancien, mais il existe des ouvrages du même type.
Donc moi, je ne vous recommande pas spécialement ces ouvrages-là, je vous montre des exemples d'une catégorie de livres que vous pouvez trouver, qui sont évidemment plus récents que ceux-ci. Alors maintenant, vous voulez travailler dans les archives, c'est-à-dire que vous vous dites « Ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire l'histoire de ma commune. Depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et si le sujet est trop vaste, vous vous dites « Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'église de mon village. Ou l'histoire d'un patelin, d'un hameau. Eh bien, vous devez consulter à ce moment-là un recueil qui s'appelle Les Archives Générales du Royaume. Alors, les Archives Générales du Royaume, c'est pour les institutions centrales où il pourrait être question du village dont vous occupez. Ça va? Mais vous avez un autre, dirigé par Van Hagendoren ici, mais vous avez également un autre ouvrage pour les provinces wallonnes qui s'intitule Les archives de l'État dans les provinces, aperçus des fonds et des collections. Donc il faut partir de ces ouvrages-là, parce que vous allez voir quels sont les fonds, ce qu'on appelle un fonds, ce sont donc l'ensemble des archives relatives à une administration, à un évêché ou à une institution. Voilà. Alors, maintenant, je vous explique comment il faut procéder pratiquement. Vous avez votre sujet. Vous avez fait une bibliographie. Alors, votre travail de fin d'études doit comprendre, je vous ai dit, deux parties principales. Mais ces deux parties principales doivent être précédées et suivies d'un certain nombre de chapitres ou d'éléments indispensables pour que votre travail ait une valeur scientifique. Tout d'abord, pour la partie théorique et la partie pratique, il faut qu'il y ait une introduction. Alors tenez-vous bien, c'est que paradoxalement, une introduction n'est écrite qu'une fois que tout le travail est écrit. Donc on écrit d'abord le travail, on écrit la conclusion, et puis on écrit l'introduction. Pourquoi? On doit trouver trois choses dans une introduction. On doit trouver tout d'abord la définition du sujet que l'on traite. On doit dire ce que l'on va traiter. Quelle période? Voilà. Quel endroit? Et bien définir ce que c'est que le sujet que l'on va traiter. Ensuite, il faut que dans votre introduction, il y ait la méthodologie, c'est-à-dire que vous expliquiez comment vous avez procédé pour arriver aux résultats qui sont ceux qui apparaissent dans votre mémoire de fin d'études. Vous devez indiquer en particulier donc quelles sont les sources que vous avez utilisées. Enfin, dernier élément, vous devez indiquer quel est le plan ou la logique du plan qui va suivre. Donc il ne s'agit pas de donner la table des matières, mais il s'agit de dire voilà, eh bien mon travail comprend deux parties, une partie théorique qui comprendra 2 ou 3 thèmes principaux, et ensuite une partie pratique où je vais essayer d'appliquer à partir de mon sujet la méthodologie de l'enseignement d'histoire. Enfin, dans votre travail, il faut bien sûr une bibliographie, c'est-à-dire une liste exhaustive de tout ce que vous avez utilisé. Alors quand je dis bibliographie, le terme n'est pas tout à fait adéquat. Il faudrait mieux mettre la liste des sources d'information, parce que si vous avez des archives, les archives, ce ne sont pas des livres, ce sont des vieux papiers qui apparaissent sous la forme de liasses dans les dépôts d'archives. Vous avez des dépôts d'archives dans tous les chefs-lieux de province. Vous en avez parfois aussi dans des villes importantes, et même dans des communes importantes. Alors, outre les archives, outre les livres et les articles, vous avez bien sûr à notre époque toutes les références de type informatique, qui sont des sources de type électronique, je dirais. Alors là, vous devez indiquer tous les sites informatiques que vous avez utilisés, et n'oubliez pas que vous devez toujours indiquer non seulement
la référence du site, mais vous devez indiquer toujours le moment de consultation, parce qu'un certain nombre de ces sites, s'ils sont bien faits, sont constamment remis à jour. Et donc, si vous consultez un site un jour et puis vous le consultez 3 semaines après, il y aura sans doute des modifications des données pour que cet outil soit le plus performant possible. On aura sans doute ajouté des données, on en aura peut-être supprimé un certain nombre parce qu'elles sont devenues obsolètes, et enfin, on en aura corrigé enfin d'autres. Hein? Voilà. Alors, tout à l'heure, au fond, je vous ai dit qu'il y avait 2 grandes catégories de sujets, c'est vrai, mais j'aurais peut-être pu vous préciser aussi que quand vous faites l'histoire de votre commune ou de votre village, ou une partie de l'histoire de votre commune ou de votre village, il y a aussi, à côté des sources écrites, des sources orales, surtout pour la période contemporaine. Si vous décidez, c'est le cas d'un travail qui a été fait chez moi il y a quelques années, de travailler sur votre ville ou votre village pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens d'un travail, c'était sur Wavre, ville martyre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous devez, évidemment, non seulement avoir recours aux journaux de l'époque, s'il en reste, mais vous devez aussi avoir recours aux sources orales. Évidemment, les sources orales pour la Deuxième Guerre mondiale, vous en trouvez encore, mais elles vont devenir de plus en plus rares par la force des choses. Parce que les gens que vous allez interroger vont, par définition, disparaître. Donc il faut se dépêcher. Pour la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait terminé, bien entendu. Il n'y a plus de survivants. Qui puissent, en tout cas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et s'il y a des gens qui sont nés, qui sont plus que centenaires maintenant, maintenant, ils sont tout d'abord extrêmement plus nombreux. Et de toute façon, que voulez-vous qu'ils puissent vous raconter? Ils étaient bébés, c'était des tout petits enfants, à ce moment-là, ils ne peuvent plus raconter quoi que ce soit. Donc, les sources orales sont très importantes. Alors, quand vous indiquez une source orale, il faut le faire de manière très minutieuse. Il faut indiquer le nom de la personne que vous avez interrogée, à quel endroit et la date où vous l'avez interrogée. On se dit, pourquoi la date? Parce que cette personne-là, peut-être que 6 mois plus tard, elle donnera un entretien, une interview différente. Alors, ça tient à plusieurs éléments, parce qu'elle a peut-être lu des choses sur le sujet entre-temps. On lui a peut-être raconté des choses qui va modifier le souvenir initial. Et puis, si ce sont des personnes âgées, elles peuvent être atteintes tout doucement de sénilité. 6 mois après, elles ne peuvent même plus se souvenir de ce qu'elles vous ont raconté. Donc, il faut faire attention, bien entendu. C'est pour ça que la date est très importante pour les sources orales, certainement. Je vous signale qu'il peut y avoir aussi des personnes qui décèdent entre le moment où vous avez fait l'interview et le moment où votre travail est défendu. Parfois, il y a des gens qui sont très vieux, et puis voilà, justement, 15 jours après, vous avez interviewé, ils disparaissent. Donc, votre travail va devenir une source elle-même très importante pour garder le souvenir de ce qui s'est passé et surtout de l'interprétation qui en a été faite. Parce que, n'oubliez pas, quand quelqu'un vous raconte quelque chose, vous savez bien, il ne faut pas prendre ça au plus premier degré. Moi, je vous donne des cours de critique historique, je vous explique ce que c'est que la critique de crédibilité, de sincérité. Une personne, qu'elle soit âgée ou jeune, vous explique quelque chose, vous savez ce que vous devez faire, bien entendu. Est-ce que cette personne-là a intérêt à me mentir? Alors, une personne peut vous mentir, pourquoi? Pas simplement par goût du mensonge, mais simplement pour que son image ne soit pas abîmée par rapport à certains événements. Vous interrogez quelqu'un sur la Deuxième Guerre mondiale, cette personne va peut-être passer sous silence un certain nombre de choses parce que, voilà, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très glorieux dans son existence, qu'elle aurait peut-être dû sauver les gens. Il faut voir aussi sa compétence. Il y a des gens qui savent plein de choses, mais qui ne discernent pas vraiment, ne sont pas très compétents pour distinguer ce qui est important ou secondaire. Alors quand vous interrogez quelqu'un oralement, une interview orale, vous pouvez peut-être arriver devant quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi, mais de bonne foi, mais simplement qui vous parle de choses qui sont tout à fait en dehors de votre centre d'intérêt. Alors il faut l'interroger pendant 1 heure pour avoir 5 minutes qui vous intéressent vraiment. Mais le problème, c'est qu'il faut l'entendre pendant 1 heure pour avoir ces 5 minutes-là. Il y a des gens qui racontent leur vie, et bon, voilà, il faut les écouter. Il faut les écouter, puis voilà,
Ça m'intéresse parce que ça a complété un témoignage que j'ai pu recueillir par ailleurs auprès de quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça, je ne reviens pas sur mes cours de critique historique, hein, à vous de retourner un petit peu aux notes ou aux exercices que j'ai pu faire avec vous. Voilà, alors je réfléchis un petit peu encore à quelques aspects peut-être importants de ce travail. Oui, pour la partie pédagogique, plusieurs sujets peuvent être abordés. Mais ils doivent évidemment être en lien immédiat avec le sujet, avec le thème général. Ce qui nous intéresse, nous, à l'école normale, c'est de voir si vous êtes capable d'avoir de l'originalité lorsque vous enseignez, pour accrocher les élèves et pour susciter leur intérêt. Alors moi, ce que je demande, mais ce n'est pas obligatoire, mais ce que je demande en général, c'est qu'il y ait 3 leçons, 3 préparations de leçons qui mettent en œuvre une méthodologie très différente. Alors, méthodologie très différente, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord, premier élément, vous pouvez faire une leçon, je dirais, relativement classique, si possible non, mais enfin, il faut que je vois si vous êtes quand même capable de faire une leçon, je dirais, relativement traditionnelle. Vous pouvez par exemple faire une leçon aussi basée sur un travail de groupe. Si vous travaillez avec des élèves de 2e en stage sur la féodalité, ce n'est pas interdit, par exemple, de leur faire construire une maquette pour la construction d'un château fort ou d'un village. Ça prend du temps, mais ils vont s'impliquer manuellement et sans doute affectivement dans la construction soit du château, soit du village de ces manants du Moyen-Âge. Il peut y avoir aussi des travaux de groupe différents, comme nous l'avons fait en première. Et là, je vous renvoie directement aux enquêtes qui sont proposées par le programme de la communauté française, aux ateliers de formation pratique professionnelle que vous avez pu réaliser en première. Vous pouvez faire également une leçon. Vous avez vu tout à l'heure que des étudiants de première année ont réalisé une pièce de théâtre sur le rôle des femmes pendant la Commune de Paris en 1871. Eh bien, c'est une bonne manière d'impliquer les élèves, même si ça prend du temps. Évidemment, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par an, parce que le reste du temps, il faudrait évidemment avancer dans les enquêtes. Il y a quand même un programme à respecter. Impliquer les élèves, justement, en leur faisant jouer une période que vous trouvez particulièrement importante par rapport à vos objectifs. Ce sera peut-être l'occasion pour certains élèves de révéler des talents qui seraient sans doute restés ignorés dans le cadre de cours d'histoire. Autre exercice, toujours dans la même optique, qui est destiné à révéler des talents, autrement dit, à ce que certains élèves puissent mettre en évidence des qualités qu'ils possèdent, c'est lorsque l'on fait une visite, une excursion, c'est de les faire dessiner. Vous vous souvenez, on a dû le faire certainement à un certain moment, je vous l'ai expliqué en tout cas, par exemple, lorsque nous sommes partis voir la collégiale de Nivelles, je vous ai dit, vous essayez de trouver un point de vue intéressant près de la collégiale ou près d'une église et vous demandez aux élèves, dans les consignes, de dessiner la forme des fenêtres, de dessiner sous la forme d'une grande esquisse l'église pour qu'ils en repèrent les éléments principaux. Donc vous voyez que dans le cadre d'une pièce de théâtre, on peut joindre l'histoire avec l'expression orale, gestuelle. Dans le cadre d'une excursion, on peut faire travailler les élèves à partir justement du graphisme. Voilà, ce sont des pistes.
Alors, il y a 36 autres possibilités, mais c'est à vous d'essayer d'imaginer des moyens qui permettent aux élèves de s'intéresser au thème, à la matière dont vous êtes en train de traiter. Voilà. Alors, maintenant, il me reste à vous expliquer quelques éléments quant aux références bibliographiques et quant à l'expression. Vous ne devez pas oublier qu'il s'agit quand même d'un travail rédigé, qui sera présenté oralement. Alors, travail qui sera d'abord rédigé, cela suppose que vous ayez une maîtrise de l'écriture. Alors, non seulement une maîtrise sur le plan syntaxique, une maîtrise dans l'argumentation, c'est-à-dire il faut que chaque paragraphe contienne une idée et que l'on sente une progression à l'intérieur de chacun des chapitres. Il faut bien entendu maîtriser l'orthographe, le style, cela va de soi. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire relire votre travail par des gens de votre entourage qui ont peut-être un peu plus de compétences que vous. Mais s'il vous plaît, ne remettez pas un travail dans lequel on trouve 2 ou 3 fautes d'orthographe par page. C'est tout à fait inadmissible quand on sort de 3e année ici et que l'on veut être professeur, qu'on veut être enseignant. C'est tout à fait inacceptable. Voilà. Alors, les références bibliographiques maintenant, et puis je vous parlerai de la défense orale. Alors, les références bibliographiques. On vous a déjà appris ça? Oui? Voilà. Alors, quelques grands principes. Quand vous devez noter les références pour un livre, vous mettez d'abord le nom de famille en lettres capitales suivi entre parenthèses du prénom, en minuscules. Donc, on prend le nom de qui vous voulez ici, je prends le nom de n'importe qui. N'importe qui, par exemple, Durand Alain. Ça va? Bon. Durand. Alors, Thomas Durand avec T, ça pourrait être avec D, peu importe. Entre parenthèses, je mets Alain, puis virgule, et ensuite, je mets le titre du livre qui aurait été produit par ce monsieur que je ne connais pas, que j'ai choisi tout à fait au hasard. Ça va? Par exemple, la marche à pied en Brabant wallon. La marche à pied dans le Brabant wallon. Avec un grand W ou un petit W, peu importe. Alors, le titre de l'ouvrage écrit par ce monsieur serait « Souligné ». Une fois que vous avez fait ça, vous allez indiquer s'il y a plusieurs volumes ou plusieurs tomes, c'est ici que vous indiquez le tome. Par exemple, tome 1, en chiffre romain ou en chiffre arabe de Tafel. Vous indiquez ensuite le lieu d'édition. Mons. Alors, l'éditeur n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous pouvez noter, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, vous mettez la date d'édition. C'est un livre qui vient de paraître, donc 2010. Ensuite, vous indiquez le nombre de pages. Alors, si il y a des chiffres romains pour la préface et l'introduction, vous allez mettre par exemple 12, parce que les pages sont numérotées de 1 à 12 en chiffres romains, et puis sont suivies en chiffres arabes de 123 pages. Alors ça, c'est ce qui apparaît dans votre bibliographie générale. Imaginez maintenant que dans une note de bas de page, vous deviez indiquer la référence précise de la page que vous avez utilisée. À ce moment-là, vous allez pu mettre 12, 123 pages, ça apparaît dans la bibliographie finale. Vous allez mettre ici page 28. Voilà. Donc ça, ce sera la manière dont il faudra faire pour un livre. Maintenant, un article.
le fait que cet auteur est très prolixe, donc il écrit beaucoup. Hein? Alors là, vous allez mettre Durand. Alors, Alain, sauf que je vais faire sous une autre forme, ça peut être tout simplement l'initiale du prénom, hein, A point. Alors maintenant, il aurait écrit, déjà il y a 2-3 ans, il avait déjà en tête, hein, celui-là, la marche à pied dans le Brabant wallon, et il va écrire, il avait écrit un article. Alors là, c'est un article. Alors là, l'article, il est entre guillemets. La marche à pied, et comme vous êtes dans une référence, et vous n'avez pas envie d'écrire tout ce qui se trouve dans le titre, parce que ça se trouvait par exemple 3 pages plus haut, donc ça ne sert à rien de répéter, vous allez mettre 3 petits points. Vous fermez les guillemets, et puis juste après, vous allez mettre la revue, hein, où ça a apparu. Vous n'avez pas besoin de mettre une virgule, vous mettez dans. Hein, je mets ici revue des marcheurs de Wallonie. Alors, en fait, ceci vous allez souligner parce que le nom du magazine ou de la revue, c'est comme un livre. Donc c'est ceci que vous soulignez, ce n'est pas le titre de l'article. Et alors ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre? Eh bien, le numéro du magazine, par exemple, numéro 238, parce que ça paraît depuis de très nombreuses années. Hein? Et puis, vous mettez la date, par exemple, mai 2008, et puis vous mettez la page ou les pages. Si ce sont plusieurs pages, vous mettrez page 42 à 53. Ça va? Alors ça, c'est peut-être la totalité de l'article. Alors ça, c'est dans la bibliographie finale. Si maintenant, vous voulez indiquer les pages que vous utilisez dans une note de bas de page et que vous avez utilisé ces pages-là, c'est peut-être page 42 à 53, alors que l'article, lui, il commence peut-être à la page 40 et finit à la page 50, 52, 50, 56. Ça va? Donc ça, c'est les pages que vous avez vraiment utilisées. Bon. Alors, autre exemple, vous utilisez un dictionnaire. Eh bien, pour un dictionnaire, vous mettez par exemple le nom de l'article que vous avez utilisé. Je ne sais pas moi, automobile. Automobile. Alors, le petit Larousse. Alors là, on recommence comme pour le reste. Le petit Larousse, évidemment, n'a pas plusieurs volumes ou plusieurs tomes, c'est clair. Alors ici, on va mettre Paris, 1900, allez, je sais pas, 88. Alors faites attention parce que dans les dictionnaires ou les encyclopédies, ce ne sont pas toujours des pages, ça peut être des colonnes. Il peut y avoir 2 colonnes sur une même feuille, une même page. Donc ça peut être colonne, si on est au début du dictionnaire, ça ne doit pas évidemment être, donc par exemple, colonne 41 à 44. Voilà, là il faut mettre col, il ne faut pas mettre page. Entendu? Bon, je vous ai donné quelques exemples, je pourrais en donner une dizaine, hein, parce que parfois c'est... Si c'est un site informatique, vous devez évidemment mettre la référence précise du site. Le site, c'est comme une revue, donc il va falloir souligner ou le mettre en italique. Donc, quand vous tapez ça sur ordinateur, vous avez 2 possibilités. Soit vous soulignez, soit vous le mettez en italique. Parce que souligner, c'est comme mettre en italique, c'est la même chose. Donc c'est au choix. C'est à vous de voir. Je crois que le plus simple, c'est de le mettre en italique, donc avec une écriture penchée. Hein, c'est ce qu'on fait habituellement. N'oubliez pas les titres, mais le titre du livre. Et quand c'est le titre d'un article, là c'est une écriture normale, c'est entre guillemets. Ça va? Voilà. Alors ça c'est quelques principes très, très généraux. Hein. Quand c'est la référence d'une interview orale, je vous ai dit comment on fait. Par exemple, interview de monsieur un tel, par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre monsieur, vous mettez interview de ou d'Alain Durand, hein, réalisé à Nivelles, le 28 janvier 2010, ça suffit.
là mettre autre chose. C'est clair? Donc, en vous disant tout ça, je crois que je vous ai déjà dit pas mal de choses. Je vous montre maintenant quelques revues de pédagogie, d'histoire, de didactique de l'histoire. Parmi beaucoup d'autres, je vous en ai montré lorsque vous étiez en première, à la bibliothèque. Il en existe, j'en ai montré également sur un DVD que j'ai réalisé pour les premières cette année-ci, dans un DVD qui s'intitule Manuels et revues. Alors, quelques ouvrages qui peuvent vous aider pour la partie pratique. Par exemple, chez Hachette Éducation, Enseigner l'histoire, un métier qui s'apprend. Un petit ouvrage destiné aux professeurs, aux instituteurs, mais qui est pas mal, parce que ça peut vous aider pas mal aussi, de Agnès Maginot, de Vincent Mérignot, J'aime pas l'histoire géo. De Roger Godet, c'est aussi destiné au 5e et 6e primaire, mais c'est pas mal. Pédagogie pratique de l'éveil historique, chez Laborde. Un ouvrage plus ancien français, Jean-Noël Luc, L'histoire par l'étude du milieu. Chez Hachette, Enseigner l'histoire à l'école, d'Alain Dallongueville, donc chez Hachette. Alors, je ne vais pas revenir avec des ouvrages plus anciens, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment. Alors, cet ouvrage, qu'on utilise beaucoup en Belgique, c'est évidemment développer des compétences en classe d'histoire de Jean-Louis Jadoul et de Mathieu Bouhon. Donc, Jean-Louis Jadoul, comment dirais-je, fait exactement le même métier que moi à l'Université de Louvain, donc il fait le cours de didactique de l'histoire. Il a dirigé Racine du Futur, et il a dirigé... Non, pas Racine du Futur, là c'était Léopold Génicaud, mais c'est lui qui a dirigé Construire l'histoire. Construire l'histoire, voilà. Alors, si vous voulez faire de l'histoire locale, je vous conseille en particulier, il se trouve à la bibliothèque de l'école, de différents auteurs, Arnould Brouillet, Don Trousseau et Vercauteren, les travaux d'histoire locale, conseils aux auteurs, publiés en 1962. C'est très bien fait pour faire un travail de fin d'études. Vous trouverez tous les conseils, c'est très basique. Vous allez voir, c'est pas très épais, et à chaque fois, 1 ou 2 pages consacrées à la manière dont il faut procéder quand on fait un travail d'histoire. Il y a également toute la démarche de critique historique. C'est un petit recueil qui est destiné à des non-historiens. C'est fait par des historiens pour des non-historiens, parce que l'histoire locale est souvent traitée par des amateurs d'histoire, par des instituteurs ou des gens qui s'intéressent à l'histoire du village et qui n'ont pas suivi de cours de critique historique. Voilà, ça se trouve ici à l'école, il y en a plusieurs exemplaires. Voilà. Alors, pour rigoler, pour terminer un petit peu, vous connaissez certainement Umberto Eco, qui est l'auteur du Nom de la Rose, qui est l'auteur également du Pendule de Foucault, donc c'est un auteur assez connu, qui est un linguiste, professeur de sémiologie à l'université de Bologne en Italie. Alors si vous connaissez, je ne sais pas, un petit peu italien, de toute façon ça se dit très très facilement, vous savez, c'est quasiment comme le français. D'Umberto Eco, c'est Come si fa una tesi di laurea, donc c'est comment fait-on un travail de fin d'études. Alors ça a été publié par Bompiani, alors c'est fait avec beaucoup d'humour, et on vous explique comment rédiger un travail de fin d'études, autrement dit, ce que moi je viens de vous expliquer ici de manière extrêmement résumée. Voilà, alors je vérifie si je n'ai pas oublié un aspect important. Alors je vous ai parlé de la conception, je vous ai parlé de la rédaction, je vous ai parlé de la bibliographie, je vous avais parlé évidemment d'introduction, du choix du sujet. Alors évidemment, dans la conclusion, parce qu'il faut bien terminer par ça, dans la conclusion de votre travail, il faut que vous repreniez les idées générales, les idées les plus importantes, mais je dis bien les plus importantes. Il faut également que vous expliquiez en quoi ce travail vous a apporté quelque chose dans votre formation, et enfin, quelles sont les perspectives qu'il ouvre pour d'éventuels successeurs qui voudraient approfondir le sujet. Voilà. Tout ce que je vous ai expliqué
expliqué, c'est donc pour la partie écrite. Maintenant, je vais passer à la partie orale, ce ne sera pas très long. Alors, vous savez que vous avez une défense en fin de troisième année. Cette défense en fin de troisième année dure 3/4 d'heure. En gros, vous devez vous dire qu'il y a 20 minutes pour la présentation orale et 20 minutes pour les questions, les critiques, les commentaires de vos professeurs. Il y a 2 professeurs, il y a normalement un promoteur, il y a également un lecteur, et maintenant on a même prévu un auditeur. Alors, jadis, vous pouviez choisir votre promoteur et votre lecteur, maintenant c'est plus le cas. Vous pouvez choisir votre promoteur, mais en revanche, pour le lecteur et les auditeurs, là, c'est les professeurs qui s'arrangent entre eux pour se répartir la besogne. Voilà. Alors, dans la partie défense orale, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on vous demande de dire quelle méthodologie vous avez utilisée. En gros, je dirais que pour votre défense orale, si votre introduction et si votre conclusion sont bien faites, tout est déjà là-dedans. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser, c'est conseillé, mais chez moi, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser, parce qu'il y en a qui croient qu'en utilisant la méthode PowerPoint, tout est dans la poche, c'est pas vrai, vous pouvez le faire. Mais je trouve, si c'est simplement pour projeter sur un écran, comment dirais-je, des choses que vous pouvez dire oralement qui sont élémentaires, il ne faut pas non plus considérer que vos professeurs sont complètement débiles. Donc, si c'est simplement pour projeter introduction en mettant successivement les 3 éléments de votre introduction, vous pouvez le dire oralement, vous pouvez le faire, moi ça ne me gêne pas, mais il n'est pas évident que ça va apporter un plus. Disons qu'il ne faut pas non plus, ce n'est pas un show, la défense. Donc il ne faut pas croire qu'il faut en mettre de la poudre aux yeux, et parce que vous avez des tas de moyens audiovisuels que vous aurez. Vous pouvez les utiliser, je n'y vois pas d'inconvénient, parfois ça a vraiment du sens. Les PowerPoint ont du sens si vous voulez par exemple montrer des cartes, ou si vous voulez montrer des statistiques, des choses comme ça, là je crois que ça a vraiment du sens. C'est mieux que d'afficher des statistiques au tableau, on est bien d'accord. Mais si c'est pour dire, vous comprenez ce que je veux dire, si c'est simplement pour dire, je vais vous parler dans ces défenses de A, B, C, de toute façon vous n'avez que 20 minutes, je crois que c'est inutile de projeter les titres de choses dont vous allez parler chaque fois pendant 2 minutes. Enfin, ça me semble un petit peu de la poudre aux yeux, à mes yeux. Par contre, je vous ai dit les cartes, les statistiques, éventuellement des images que vous voulez vraiment projeter, mais il n'y en a pas beaucoup, puisque vous avez droit à 20 minutes, n'hésitez pas. Mais c'est surtout, il faut expliquer comment vous avez procédé, quel était votre objectif, les résultats auxquels vous avez abouti, et finalement ce que ce travail vous a apporté. C'est ça qu'on va avoir dans une défense orale. Et puis alors, dans les 20 minutes qui suivent, vos professeurs, votre promoteur et votre lecteur, et vos auditeurs éventuellement, non mais les auditeurs, théoriquement, ils ont une attitude passive comme le nom l'indique. En tout cas, le promoteur et le lecteur sont là pour vous poser des questions, parce qu'il y a peut-être des obscurités. Vous avez dit des choses, donc on ne comprend pas très bien ce que vous avez voulu dire. Il peut y avoir également des commentaires critiques, parce que vous affirmez des choses, on ne voit pas quelles sont les preuves que vous apportez. C'est pas clair. Vous affirmez quelque chose qui n'est pas fondé. Il peut y avoir des fautes, véritablement aussi. Ça va? Voilà. Mais on est là également pour vous dire quand ça va bien sûr. Ce n'est pas une démolition en règle, pas du tout. Mais il y a une partie critique qui est, bien entendu, importante. À la suite de quoi, les professeurs délibèrent pendant quelques minutes, ou en général, ce n'est pas très très long, parce qu'ils l'ont lu de manière très sérieuse. Ils ont pu éventuellement échanger certains commentaires avant la défense orale elle-même, donc on a déjà une petite idée, mais cette idée n'est pas définitive, puisque la défense orale comprend un certain nombre de points elle-même, et on tient compte évidemment des capacités d'expression du candidat, qui sont évidemment très importantes quand on a choisi le métier d'enseignant, qui est un métier de communicateur. Cela va de soi. Voilà, j'ai dit.